territoire de l'Arizona, 1776. La caravane avançait depuis 3 jours sur un terrain accidenté lorsqu'une attaque éclata, soudaine et impitoyable, rompant le silence de la matinée par le fracas des sabots et des coups de feu. Des hommes vêtus de manteaux poussiéreux et le visage couvert de foulards fondirent sur les voyageurs comme des loups sur des agneaux. Gideon Nash, dernier de la caravane, observa avec horreur la première charrette s'embraser. À 28 ans, il avait déjà vu la violence de la frontière, mais cela ressemblait à une véritable boucherie. La compagnie ferroviaire avait promis une protection adéquate pour le groupe de topographes. Une promesse de plus non tenue. « Courez !» cria quelqu'un. « Sauf qui peut !» Le cheval de Gideon s'emballa lorsqu'une balle siffla à ses côtés. Il se cramponna aux rênes, mais son corps frêle ne pouvait rivaliser avec la force de l'animal. À peine 1,68 mètres pour 59 kg, il avait toujours été sous-estimé, trop petit pour le « vrai travail », lui disait-il. Le cheval se cabra à nouveau, et Gideon vola un instant avant de heurter la pente rocheuse d'un ravin. La douleur traversa ses côtes et le monde tourna en un kaléidoscope de ciel bleu et de terre rouge. Lorsque son roulé s'arrêta enfin, il resta immobile, le goût métallique du sang dans la bouche, tandis que les coups de feu continuaient au-dessus de lui. Sa sacoche contenant les précieux relevés topographiques, fruits de mois de travail, était toujours attachée à sa poitrine. Ces cartes représentaient le territoire apache que le chemin de fer convoitait pour sa nouvelle ligne. Gideon se redressa difficilement, se tenant les côtes probablement fracturées, et chercha un abri. Mais 3 cavaliers apparurent au bord supérieur du ravin, silhouettés par le soleil matinal. « Regardez ce qu'on a trouvé, un nain tombé !» cria le plus grand. Ils descendirent facilement la pente, encerclant Gideon. Le chef se redressa devant lui et frappa sa poitrine avec le canon de son revolver. « Que as-tu dans cette jolie sacoche ?» Gideon répondit que ce n'était que des papiers, des relevés topographiques, mais ces mots furent accueillis par des moqueries, des crachats et des gifles. Il connaissait déjà ce genre d'hommes, ils ne se contentaient pas de voler, ils jouaient avec leur proie. « Je ne veux pas d'ennui, prenez ce que vous voulez et laissez-moi » supplia-t-il. Le chef arma son revolver, prêt à tirer, et Gideon pensa à ses parents décédés qui lui avaient appris que l'intelligence valait plus que la force. Alors que l'arme s'apprêtait à se déclencher, un sifflement étrange retentit et l'appui du canon disparut de son front. Les 3 hommes levèrent les yeux, surpris. Un mouvement rapide et flou depuis le sommet du ravin projeta le chef au sol, son poignet tordu et son arme brisée. Debout sur lui, une femme apache d'une stature impressionnante, d'environ 1,80 mètres, aux épaules larges et aux bras puissants, cheveux tressés ornés de plumes et petits os, yeux sombres brûlants d'intelligence, immobilisa les 2 autres hors d'état de nuire. Gideon, le cœur battant, observa sa salvatrice qui se tenait là comme une déesse guerrière. « Es-tu blessé ?» demanda-t-elle d'une voix grave mais féminine. Il secoua la tête, incapable de parler. Lorsqu'ils se touchèrent pour l'aider à se relever, une décharge électrique parcourut Gideon. Sa main était calleuse mais étonnamment douce. À ses côtés, il se sentait minuscule. Elle, puissante et sûre, dégageait un danger qui imposait le respect. Alors qu'ils se cachaient dans une fissure étroite pour échapper à la cavalerie, Gideon comprit qu'ils étaient menacés non pas par les soldats bleus en général, mais par des hommes qui pourchassaient sa sauveteuse et son peuple. Une idée folle le traversa. Il lui serra la main et murmura « Fais-moi confiance ». Sortant de la cachette avec les mains en l'air, il fit semblant d'être une victime terrifiée, expliquant que les hommes de la caravane l'avaient attaqué et que la femme apache les avait mis hors d'état de nuire. Le capitaine Reynolds, chef de la cavalerie, examina Gideon attentivement et convaincu, lui ordonna de retourner au village, tandis que la femme restait cachée. Elle se présenta enfin, Ayana, apache, qui préférait que son nom ne soit pas utilisé par les Blancs, traité comme une menace collective. Gideon accepta de l'aider à cartographier son territoire, un acte de vérité contre les intérêts du chemin de fer. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'ouest, à travers les collines escarpées, alors que le sifflement du train approchait, la serpiente de Hierro avançant inexorablement. Malgré le danger, les côtes douloureuses et le risque de trahison, Gideon se sentait vivant comme jamais. Ayana le guida avec aisance et rapidité, et lorsqu'ils atteignirent une crête surplombant la vallée, elle expliqua que Reynolds le poursuivait parce qu'il avait tué son frère, coupable d'avoir attaqué des femmes apaches. Gideon, impressionné par la dignité et la force de cette femme, comprit la profondeur de l'injustice et l'importance de ses choix. « Je ne crains pas ce que je ne comprends pas, et je n'ai pas ce que je ne crains pas »,
répondit-il à sa question sur ses motivations, ce qui fit sourire Ayana. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin, conscients que la vérité et la loyauté avaient parfois plus de valeur que la sécurité et la loi des hommes blancs. « Il reste encore un long chemin à parcourir, » dit-il. Alors qu'ils poursuivaient leur route à travers le désert, Gideon suivait la femme grande et farouche qui le guidait. À la tombée du jour sur le désert de l'Arizona, Ayana le conduisit à travers un canyon étroit, semblant surgir de nulle part, un passage caché que seuls ceux qui connaissaient intimement le territoire pouvaient repérer. Les imposantes parois de grès rouge s'élevaient de chaque côté, projetant de profondes ombres alors que les derniers rayons du soleil s'éteignaient. « Combien de temps encore ?» demanda Gideon en grimaçant lorsqu'il franchit une roche tombée. Ses côtes protestaient à chaque mouvement, lui rappelant sa chute dans le ravin plus tôt dans la journée. À quelques pas de là, Ayana répondit en scrutant les alentours, un lieu caché, un endroit sûr. Le canyon déboucha soudain sur une petite vallée protégée par des formations rocheuses. Sur la paroi la plus éloignée se trouvait une caverne peu profonde, dont l'entrée était partiellement dissimulée par des buissons. Ayana le mena directement jusqu'à elle, écartant la végétation pour révéler un refuge étonnamment bien équipé. À l'intérieur, Gideon trouva des sacs de couchage, un petit stock de provisions et un foyer dont les pierres dirigeaient la fumée vers une cheminée naturelle dans la roche. Le plus surprenant était un coffre en bois, fermé par un lourd cadenas. « Tu avais tout prévu », réalisa soudain Gideon. Ayana hocha la tête en allumant un petit feu. « Depuis de nombreuses lunes », confirma-t-elle. En attendant l'homme avec la bonne carte. « L'homme avec la bonne carte », répéta Gideon en s'adossant à la paroi de la caverne. « Et qu'est-ce qui fait de moi le bon ?» Elle leva les yeux, la lumière vacillante du feu projetant un éclat ambré sur ses traits. « Tu verras, véritable cartographe, » répondit-elle simplement. « Les autres ne voient que les chemins pour le chemin de fer, toi tu vois tout. » Le compliment réchauffa Gideon d'une manière inattendue. Tout au long de sa carrière, il avait pris fierté dans la précision et le détail de son travail, même lorsque ses supérieurs le jugeaient excessif. Il documentait tout, sources d'eau, anciens chemins, lieux sacrés, pas seulement les routes pratiques pour le chemin de fer. Ses collègues se moquaient de lui, mais Gideon savait que comprendre un lieu dans son ensemble était essentiel pour le cartographier correctement. Et Ayana avait reconnu cette qualité. « Mais comment m'as-tu observé ?» demanda-t-il soudain, surpris. « 3 lunes, répondit-elle calmement. Je t'ai vu travailler, mesurer, dessiner. » L'idée que cette femme redoutable l'ait observé pendant des semaines sans qu'il le sache était à la fois inquiétante et étrangement flatteuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas être venu plus tôt? Je devais être sûre, dit-elle, ravivant le feu. Beaucoup parlent bien, mais agissent mal. Il me fallait t'observer plus longtemps. Ses yeux reflétaient les flammes dansantes. Puis les assaillants arrivèrent. Elle sortit des lanières de viande séchée et un petit sac de ce qui semblait être de la farine de maïs. Pendant qu'elle préparait un repas simple, Gideon évaluait sa situation. Il avait quitté son poste dans l'équipe de topographie du chemin de fer. Bientôt, son absence serait remarquée. Des questions, peut-être même des équipes de recherche, suivraient. Et lorsqu'ils apprendraient qu'il était parti volontairement avec une femme apache, la même que l'armée recherchait, il serait considéré comme un traître. Sa carrière, sa réputation, son avenir, tout sacrifié en un instant. Pourtant, en observant Ayana, silencieusement efficace, avec ses mains fortes et sûres, Gideon ne regrettait pas son choix. Il y avait en elle une dignité, une intensité, un but qui l'attirait d'une manière indescriptible. « Pourquoi attendre un cartographe ?» demanda-t-il en recevant une portion de son repas. « Le savoir seul ne suffit pas, » répondit-elle. « Le monde des hommes blancs a besoin de papier, de marques, de sceaux. Nos paroles seules n'ont aucune valeur pour leur gouvernement. » Elle sortit une clé de son vêtement en peau et ouvrit le coffre. Dedans se trouvaient des dizaines de papiers, quelques livres et une petite Bible. Cela appartenait au père Thomas, expliqua-t-elle en lui tendant un document jauni daté de 1853, décrivant les limites territoriales des Apaches. Les descriptions géographiques étaient vagues, se référant à des points facilement interprétables de différentes manières. Le père Thomas voulait un meilleur plan, continua Ayana. Il est mort avant que nous puissions le créer. La fièvre l'a emporté il y a 3 hivers. Gideon comprit immédiatement la gravité. Si les chemins de fer traversaient leurs terres sans document précis, les Apaches seraient déplacés ou pire.
Ayana avait besoin d'un plan légalement incontestable et lui devait le créer. Il énuméra mentalement le matériel nécessaire: théodolite, chaîne, boussole, matériel de dessin. « Nous avons tout, dit-elle, montrant le coffre. Nous commencerons à l'aube, annonça Ayana. Maintenant repose-toi, tes côtes doivent guérir. Elle appliqua une pommade d'herbe séchée sur ses côtes meurtries. Le soulagement fut immédiat. La nuit passa, Gideon observant Ayana près du feu, vigilante même au repos, semblable à un grand félin. « Pourquoi moi » demanda-t-il à voix basse. « Tu respectes la terre, » répondit-elle. « Tu dessines chaque rivière, chaque colline. Et tes yeux sont honnêtes. » Le lendemain, leurs notes et mesures progressèrent tout au long de la journée, de marqueur en marqueur. Ayana connaissait chaque repère: arbres anciens, formations rocheuses, confluences de rivières, transmises oralement depuis des générations. Le travail était minutieux mais essentiel. À la fin de la journée, ils furent interrompus par des sons de cavalerie. Non pas des soldats, mais des chasseurs de primes. Ayana et Gideon se cachèrent dans l'ombre, observant le groupe organisé des mules et des chevaux. L'un d'eux, Crow-Dog, fixa leur cachette. L'homme resta un long moment avant de reprendre la route avec ses compagnons. Ayana décida de les conduire au campement Apache, plus au nord, où la force résidait dans l'Union. Ils voyagèrent toute la nuit sous les étoiles. Au lever du jour, Gideon aperçut le campement dans la vallée, plus vaste qu'il ne l'imaginait, avec ses wiki-UPS disposés en cercle et des chevaux enclos. 3 guerriers à cheval les interceptèrent mais les laissèrent passer après un échange rapide en langue apache. L'arrivée de Gideon fut immédiatement remarquée, mais Ayana l'accompagna directement à la tente centrale, où les anciens observaient avec attention. « Il reste encore un long chemin, » dit-il. Alors qu'ils poursuivaient leur périple à travers le désert, Gideon suivait cette femme grande et farouche. En tombant du jour sur le désert de l'Arizona, Ayana guida Gideon à travers un étroit canyon surgissant comme par magie du paysage accidenté, un passage caché que seuls ceux qui connaissaient intimement le territoire pouvaient repérer. Les imposantes parois de grès rouge se dressaient de chaque côté, projetant de profondes ombres lorsque les derniers rayons de soleil s'évanouissaient. « Combien reste-t-il » demanda Gideon en gesticulant de douleur en franchissant un rocher. Ses côtes protestaient à chaque mouvement, lui rappelant sans cesse sa chute dans le ravin plus tôt dans la journée. « Pas loin » répondit Ayana, les yeux fixés sur les environs. Soudain, le canyon s'ouvrit sur une petite vallée protégée par des formations rocheuses. Sur la paroi la plus éloignée, une caverne peu profonde, partiellement cachée par des buissons, offrait refuge. Ayana le conduisit directement à l'entrée et écartant la végétation, dévoila un abri étonnamment bien équipé. Des sacs de couchage, des provisions modestes et un foyer donné. Pierre dirigeait la fumée vers une cheminée naturelle dans la roche. Dans un coin trônait un coffre en bois fermé par un lourd cadenas. « Tu l'as planifié » constata Gideon. Ayana acquiesça en allumant un petit feu. « Depuis de nombreuses lunes » confirma-t-elle. « J'attendais l'homme du bon plan » répéta Gideon en s'installant contre la paroi de la caverne. « Et qu'est-ce qui me rend le bon » demanda-t-il. Levant les yeux de sa tâche, elle laissa la lumière du feu révéler ses traits ambrés et ses ombres profondes. « Tu vois la terre telle qu'elle est » répondit-elle simplement. Les autres cartographes ne perçoivent que les itinéraires possibles pour le chemin de fer. Toi, tu observes tout. Gideon sentit un réconfort inattendu dans ce compliment. Tout au long de sa carrière, il avait pris soin de documenter avec précision chaque détail du paysage. Non seulement les routes praticables pour le chemin de fer, mais aussi les vallées, sources, anciens chemins et lieux sacrés. Ses collègues se moquaient de lui, mais il savait qu'une compréhension complète était essentielle pour une cartographie exacte. Apparemment, Ayana avait reconnu cette qualité. « Mais comment m'as-tu observé » demanda-t-il, étonné. Elle acquiesça. « 3 lunes. Je t'ai vu travailler, mesurer, dessiner. » L'idée qu'elle l'avait observé pendant des semaines sans qu'il le sache le troublait et le flattait à la fois. Il s'inquiéta. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas être venu plus tôt? Je devais être sûre, répondit-elle en ravivant le feu. Beaucoup d'hommes parlent bien, mais agissent mal. Elle fit une pause, les yeux reflétant les flammes dansantes. Puis sont arrivés les assaillants. Il n'y avait plus de temps pour observer. Ayana sortit alors de sa besace de fines lanières de viande séchée et un peu de farine de maïs, préparant un repas simple. Gideon réfléchit à sa situation.
Il avait quitté son poste dans l'équipe de topographie du chemin de fer. Ses supérieurs auraient déjà remarqué son absence et des recherches auraient été lancées. S'il découvrait qu'il était parti volontairement avec une Apache, sa réputation aurait été compromise. Pourtant, face à Ayana, si efficace et déterminée, il ne regrettait rien. Elle possédait une dignité, une intensité et un but qui le captivaient. « Pourquoi attendre un cartographe ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne pas simplement montrer les limites de vos terres aux leaders de votre tribu ?» Les mots seuls ne suffisent pas au gouvernement de l'homme blanc, expliqua Ayana. Elle sortit alors une clé du coffre et l'ouvrit, révélant des papiers, livres et une petite Bible. « Cela appartenait au père Thomas, dit-elle. Il m'a appris à lire, écrire et comprendre les lois des hommes blancs. » Parmi les documents se trouvait un traité de 1853 décrivant les frontières apaches, mais les descriptions géographiques étaient vagues. « Nous avons besoin d'une meilleure carte, dit Ayana. Le père Thomas était mort avant de pouvoir en créer une, et la progression du chemin de fer menaçait leur peuple. Le capitaine Reynolds cherchait à s'emparer de leurs terres pour le bétail. Les cartographier précisément signifiait protéger leur héritage. Gideon comprit l'ampleur de la tâche. Il devait mesurer et documenter le territoire apache avec une précision incontestable, en évitant cavalerie et employés du chemin de fer. Ayana avait déjà préparé tout l'équipement nécessaire, y compris un théodolite et des outils de dessin. Elle examina ensuite les côtes de Gideon, appliquant une pâte d'herbe pour soulager ses contusions. La douleur diminua presque instantanément. La nuit venue, ils campèrent auprès du feu et Gideon observa Ayana, vigilante même au repos, semblable à un félin. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Tu respectes la terre, tu observes chaque détail. » Le lendemain, ils reprirent la route, se dirigeant vers la confluence des eaux, un ancien repère frontalier. Ayana montra à Gideon les plantes médicinales, sentiers et sources que seuls les locaux connaissaient. Il mesura et documenta chaque repère, établissant des coordonnées précises pour que les limites soient indiscutables, malgré le changement constant de la nature. Alors que le soleil déclinait, ils avaient à peine terminé une partie du territoire à cartographier. Préparant leur camp, Ayana détecta un groupe de cavaliers approchant. Il ne s'agissait pas de soldats mais de chasseurs de primes. Gideon comprit le danger. Il le poursuivait pour les cartes du chemin de fer qu'il possédait et son aide aux Apaches. Ayana décida de se diriger vers le camp principal, où il serait en sécurité. Guidés par les étoiles, ils voyagèrent toute la nuit et atteignirent le camp au lever du jour. Le village était animé, mais les guerriers les accueillirent sans hostilité, évaluant Gideon avec prudence. L'ancienne génération, présente à l'entrée de la grande tente, observait chaque mouvement des nouveaux arrivants. Sur la piste d'inspection du chemin de fer, North Ayana avait indiqué que la mission du père Thomas se trouvait à 3 jours de voyage. Gideon s'orienta grâce aux étoiles et prit la direction du nord, restant proche de la crête ouest pour se protéger. Épuisé, il avançait aussi vite que son corps le lui permettait, attentif au moindre bruit suspect, mais la nuit demeurait silencieuse, ponctuée seulement par le chant des animaux du désert, le hurlement lointain d'un coyote, le hoot discret d'un hibou et le bruissement des petites créatures nocturnes dans les broussailles. Après environ 1 heure, la lune disparut derrière les nuages, plongeant la vallée dans l'obscurité et rendant le terrain difficilement visible. Gideon ralentit pour éviter les obstacles qu'il ne pouvait plus distinguer. Les premières gouttes de pluie tombèrent lorsqu'il atteignit le lit asséché d'un ruisseau, dont le sable et les buissons offraient un meilleur abri que la vallée ouverte. Il s'engagea dans le lit sinueux du ruisseau, et bientôt, un orage le trempa jusqu'aux os, masquant ses bruits et effaçant ses traces. Au matin, le paysage avait changé. Le lit asséché était devenu un torrent boueux transportant branches et débris, et Gideon pataugeait dans l'eau jusqu'aux chevilles, épuisé après plus de 24 heures d'efforts intenses et de stress. Ses blessures, côtes fracturées et coupures multiples, lui rappelaient les dangers qu'il avait affrontés. Il avait besoin de repos, mais surtout d'un refuge. Les hommes de Crow Dog allaient fouiller la vallée dès qu'ils découvriraient qu'Ayana leur avait échappé. Le lit du ruisseau offrait un abri discret mais peu défendable. En observant les alentours à la lumière du jour, Gideon repéra un amas de grandes pierres sur la rive ouest, suffisamment grand pour s'y cacher. À l'intérieur, sec et protégé de la pluie, il retrouva sa carte contenant ses notes et ses relevés. Sans nourriture, ni armes, ni protection contre le froid, il restait néanmoins en vie. Pendant ce temps, Ayana poursuivait ses poursuivants, gagnant du temps pour lui.
Épuisé, Gideon s'endormit, bercé de rêves de bataille et de la silhouette d'Ayana, guerrière apache. Il se réveilla au son de voix anglaises lointaines et réalisa qu'il ne s'agissait pas de chasseurs, mais de voyageurs ordinaires. Il se montra, main levée, expliquant qu'il était un topographe séparé de son groupe. Les hommes, Silas et Jake, commerçants expérimentés et respectueux des Apaches, le fouillèrent, constatèrent qu'il n'était pas armé et rendirent la carte après vérification, évoquant une récompense considérable pour sa capture. Gideon leur expliqua qu'il tentait d'éviter un conflit sanglant lié au chemin de fer, en fournissant des cartes précises montrant les limites légales des territoires Apaches. Silas et Jake, convaincus de sa sincérité, décidèrent de l'accompagner jusqu'au poste commercial de Thompson, afin qu'il puisse poursuivre sa mission. En chemin, Gideon découvrit la sagesse de ces commerçants qui traitaient les tribus avec respect, et la complexité du territoire traversé, avec la présence de renforts militaires et de chasseurs de primes à la recherche d'Ayana. Malgré les dangers, il se sentit soutenu et déterminé à continuer. La nuit, ils campèrent discrètement et partagèrent un repas simple tandis que Jake racontait l'histoire de son grand-père, Curandro Cherokee, et la nécessité d'apprendre à naviguer dans un monde en changement. À l'aube, Silas et Jake séparèrent leurs chemins. Silas continuant par la route principale, Jake guidant Gideon sur un ancien sentier Apache. Avant de partir, Silas lui remit un revolver Colt, précaution nécessaire dans ce territoire hostile, et Gideon comprit que son univers venait de basculer, où la survie exigeait désormais courage, ruse et prudence. Quelques minutes plus tard, il se dirigeait vers l'est sur le chemin principal, suivi docilement par la file des animaux de charge. Jake disparut derrière une courbe, et Gideon se tourna vers lui. « Prêt !» Gideon caressa la sacoche contenant ses précieux cartes et notes. Jake le guida vers l'ouest, s'éloignant de la route principale pour un terrain plus accidenté, de plus en plus difficile à chaque kilomètre. Ils gravirent des pentes rocheuses où un faux pas pouvait entraîner une entorse ou pire, et franchirent des défilés étroits où Gideon devait se mettre de côté pour passer. Ils traversèrent des lits de rivières asséchées et des crêtes exposées où le vent menaçait de les déséquilibrer. Pourtant, Jake avançait avec la confiance de celui qui connaissait ses routes par cœur, s'arrêtant parfois pour indiquer des points de repère invisibles aux yeux inexpérimentés de Gideon. À midi, ils atteignirent une haute crête offrant une vue impressionnante sur le territoire environnant. À l'est, Gideon distingua les bâtiments du poste commercial de Thompson, avec de nouvelles structures, un enclos de chevaux et des charrettes rangées, preuve de l'influence du chemin de fer. « Tes anciens patrons ont été très occupés », observa Jake, souriant légèrement. « Les commerçants entendent des choses. Les gens parlent autour de nous, pensant que nous ne sommes que de simples marchands, ignorant leurs grands projets. » Descendant de la crête, ils naviguèrent à travers un labyrinthe de petits canyons avec précision. Le soleil déclinait quand ils atteignirent une plateau surplombant un petit vallon où se dressaient les ruines de la mission du Père Thomas. Une simple chapelle avec un clocher, un bâtiment long servant peut-être de logement et d'étable. Les murs en adobe s'effritaient, mais l'endroit gardait une dignité, un but même dans l'abandon. Le Père Thomas, dit Jake, respectait les coutumes paches, apprenait leur langue et ne leur imposait pas sa foi. Descendant dans le vallon, Gideon constata que le délabrement n'était pas complet. Certaines habitations étaient intactes. « Ici, nous nous séparons », annonça Jake. Gideon le remercia, et Jake lui tendit une petite pierre sculptée en forme d'ours, guide pour voyageurs. Après un dernier regard, Jake retourna vers le camp. Gideon resta seul, avec le poids de sa responsabilité. La mission devint leur refuge pour 3 jours. Gideon organisait ses cartes et notes, Ayana reprenait des forces et surveillait toute menace. Ils étudièrent le territoire, les sources, les lieux sacrés, notant chaque détail important pour préserver la terre apache face au chemin de fer. Ensemble, ils tracèrent une route alternative, plus longue mais moins dangereuse, et planifièrent la protection de leur peuple. La nuit, ils se reposaient, partageant chaleur et réconfort, et Gideon se souvint de sa mère, qui lui avait transmis sa passion pour les cartes. Soudain, une intrusion. Des hommes approchaient, mais grâce à la stratégie d'Ayana, ils purent les éviter, se cachant dans le canyon et brouillant leurs traces selon les techniques apaches. Au fil des heures, ils progressèrent lentement, évitant chaque danger. Le silence inquiétant de la plaine annonçait des tirs au loin, preuve que la menace de Crow Dog et de ses hommes persistait. Ayana décida pourtant de vérifier la situation, car leur devoir envers leur peuple primait sur la sécurité personnelle. Gideon suivait ses mouvements avec confiance, conscient que chaque décision pouvait sauver ou perdre la communauté. Ensemble, ils avancèrent avec prudence, adaptant leur stratégie au terrain,
à la topographie et aux indices laissés par la faune et les hommes. Chaque étape du voyage renforçait leur détermination. Préserver les terres, protéger les survivants, documenter le territoire et continuer malgré la peur, l'épuisement et les dangers omniprésents du désert. Puis il décida de ne pas insister. Gideon savait qu'il valait mieux ne plus discuter. Quand Ayana prenait une décision, elle était aussi inébranlable que les montagnes elles-mêmes. « Très bien, se dit-il, mais nous observerons à distance. » Lorsque la lumière du ciel commença à disparaître, ils quittèrent leur abri et s'avancèrent prudemment sur le plateau. Au lieu de se diriger directement vers les coups de feu, Ayana les guida en arc, jusqu'à une position élevée offrant une vue sur l'endroit d'où provenaient les tirs. Le plateau n'était pas aussi monotone qu'il n'y paraissait de loin. Des affleurements rouges parsemaient le terrain, leur offrant un couvert discret pour approcher. Ils se déplacèrent de dépression en dépression, profitant de l'obscurité croissante pour dissimuler leurs mouvements. Les tirs avaient largement cessé lorsqu'ils atteignirent un point qui leur permit de voir le conflit. Protégés derrière un gros rocher sur une légère hauteur, ils contemplèrent une scène confirmant les pires craintes d'Ayana. Dans une cuvette peu profonde, à environ 800 mètres, un groupe d'Apaches, environ 20, majoritairement femmes, enfants et anciens, avait installé un camp temporaire, encerclé par des hommes armés en nombre bien supérieur, certains portant les uniformes bleus de la cavalerie, d'autres des vêtements simples de chasseurs de primes ou d'explorateurs civils. Au centre, sur un grand cheval bai, se tenait une figure que Gideon reconnut immédiatement. Le capitaine Wallace Reynolds, son chapeau de cavalerie incliné avec arrogance, rayonnant de satisfaction d'avoir acculé sa proie. À côté de lui, mince et félin, vêtu d'un long manteau, se trouvait Crow-Dog. « Maintenant ils sont alliés », murmura Ayana, la voix tendue par la colère. Gideon hocha la tête, conscient du plan brutal. Reynolds voulait éliminer la menace Apache, Crow-Dog récolter les primes sur les captifs. Leur alliance servait les deux objectifs. À travers la pénombre, ils virent que les Apaches étaient désarmés et rassemblés au centre de la cuvette, leurs abris démontés, leurs effets fouillés à la recherche d'armes ou de biens cachés. « Que vont-ils leur faire » demanda Gideon, bien qu'il craignît la réponse. « Les hommes seront pendus comme renégats, les femmes et les enfants envoyés dans une réserve loin de leur terre, et beaucoup des anciens ne survivront pas au voyage. » L'histoire de la frontière américaine se répétait, une injustice répétée des peuples déplacés et des cultures bouleversées par la cupidité des autres. « Nous devons les aider », dit Gideon avec une ferveur qui le surprit lui-même. Ayana le fixa durement. « Tu as dit que nous observerions à distance. Mais je ne peux rester là à regarder. » Elle désigna les captifs, « Ces personnes font partie de ce que nous défendons. » Un léger sourire traversa ses lèvres. « Petit homme, grand cœur. » Elle lui pressa brièvement l'épaule. Mais comment deux contre tant d'autres? Une confrontation directe était impossible. Gideon scruta le terrain, notant instinctivement la disposition des chevaux, la position des gardes, la configuration de la cuvette. Une idée audacieuse mais réalisable germa. Créer une distraction, effrayer les chevaux attachés pour provoquer un chaos suffisant afin que les captifs puissent s'échapper. Ayana approuva, et Gideon planifia le mouvement, choisissant une approche cachée depuis l'est, profitant des bois pour se rapprocher sans être vu. Lorsque minuit arriva, il visa juste au-dessus des chevaux et tira, le fracas des coups provoqua la panique. Les animaux s'emballèrent, les cordes se rompirent, et le camp sombra dans le chaos. Les soldats crièrent des ordres contradictoires tandis que les cavaliers s'élançaient pour maîtriser les animaux. Gideon se déplaça à couvert, tirant pour maintenir la confusion, et vit bientôt Ayana libérer plusieurs captifs. Ensemble, ils guidèrent les Apaches vers un point de rencontre préalablement convenu, à 2 km au nord-ouest. Les fugitifs, majoritairement femmes et enfants, se déplacèrent en silence sous la direction d'Ayana. Gideon accompagna Grey Wolf, un ancien qui s'appuyait sur un bâton improvisé, offrant son bras pour l'aider à franchir les terrains difficiles. L'ancêtre appréciait la force tranquille du jeune homme et le surnomma « homme du papier et des marques ». Gideon documentait les terres ancestrales et les frontières pour préserver l'avenir des Apaches. Ils atteignirent finalement les falaises du nord, impressionnantes de près, et découvrirent l'entrée d'un réseau de grottes offrant un refuge sûr et défendable. À l'intérieur, Gideon organisa ses cartes et mesures, intégrant les données fournies par Ayana, conscient que cette documentation détaillée pourrait sauver les générations futures de déplacements forcés. Grey Wolf observa avec approbation, et le groupe s'installa dans le labyrinthe rocheux, prêt à se protéger et à continuer leur mission, mêlant survie, courage et la détermination de changer le destin de leur peuple.
Pour un homme qui n'avait probablement jamais reçu d'éducation formelle selon les standards occidentaux, sa compréhension des enjeux complexes était remarquable. « Tes marques ont du pouvoir », dit-il lorsque Gideon eut terminé son explication. La magie des Blancs, il respecte davantage ce qui est écrit que ce qui se dit. Il effleura presque le plan achevé du bout de son doigt noueux. Cela pourrait sauver plus de vies que de nombreux guerriers. Les paroles de l'Ancien renforcèrent le sentiment de mission de Gideon. Ce n'était pas qu'un exercice académique ou un défi professionnel, mais peut-être le travail le plus important de sa vie, une occasion d'utiliser ses compétences pour protéger un peuple trahi à maintes reprises par ceux au pouvoir. Au crépuscule, Ayanna revint de son exploration, le visage sombre. Les cavaliers étaient arrivés à la base des falaises avant le coucher du soleil, rapporta-t-elle. Ils fouillent systématiquement toutes les entrées. Ils ne tarderont pas à trouver nos traces. Combien sont-ils ? Demanda Gideon. 20, peut-être plus. Crow-Dog les mène. Reynolds n'a pas été vu. Une force considérable, surtout dans l'espace restreint des grottes. En cas d'affrontement direct, les réfugiés Apaches, pour la plupart femmes, enfants et vieillards, auraient peu de chance face à des soldats aguerris et des chasseurs de primes expérimentés. Nous avons besoin d'une autre sortie, dit Gideon en se tournant vers Grey Wolf. Y a-t-il un passage discret ? L'Ancien hocha lentement la tête, il en existe un, haut, s'ouvrant sur un plateau au sommet des falaises. Escalader est difficile, surtout pour les anciens et les plus jeunes. À quel point ? Demanda Ayanna. Pour de jeunes adultes forts comme vous, ce n'est pas trop compliqué, répondit Grey Wolf en haussant les épaules. Pour moi, peut-être impossible. L'implication était claire, certains membres du groupe pourraient ne pas atteindre un refuge sûr. Avant toute discussion, un jeune Apache, envoyé par Ayanna comme éclaireur, entra en courant. « Ils viennent », annonça-t-il, essoufflé. « Ils ont trouvé nos traces, et beaucoup d'hommes armés approchent. » Des voix résonnaient désormais dans les tunnels de pierre, le bruit des bottes, le cliquetis métallique des armes. « Vos poursuivants nous ont repérés. »« Combien de temps ?» demanda Ayanna. « Quelques minutes, seulement, » répondirent-ils. Ils avancent prudemment mais avec détermination. Il fallait agir vite. Ayanna se tourna vers Grey Wolf, montre la sortie haute au cartographe. Emmène ceux qui peuvent grimper. Je resterai avec les guerriers pour ralentir les poursuivants. Un geste de sacrifice que Gideon refusa. Non, nous partons tous ensemble ou pas du tout. Son expression se durcit, certains ne peuvent grimper assez vite. Nous gagnerons le temps, insista Gideon. Il se replongea dans ses cartes, réfléchissant à toute vitesse. Ces grottes sont un labyrinthe, avec multiples passages et chambres interconnectées. Grey Wolf acquiesça. Il est facile de s'y perdre sans guide. Alors nous utiliserons cela, dit Gideon. Non. Créerons de fausses pistes, des embuscades et des impasses pour les détourner de la vraie sortie. Un plan désespéré, mais pas plus que leur situation. Ayanna étudia le plan un instant, puis hocha la tête. Cela peut marcher. Il fallait agir rapidement. Ils se divisèrent en équipes, chacune avec des tâches précises. Les guerriers les plus forts créeraient des distractions et de fausses pistes, attirant les poursuivants plus profondément dans les tunnels avant de revenir au groupe principal. Les femmes et enfants aideraient les anciens et les plus petits à atteindre la sortie haute, guidés par Grey Wolf. Gideon et Ayanna coordonneraient toute l'opération, veillant à ce que personne ne reste derrière. Avant la séparation, Ayanna prit Gideon à part. « Le plan est dangereux, dit-elle, les yeux noirs rivés sur lui. Mais il est bon. Maintenant, tu penses comme un Apache. » Gideon répondit par un léger sourire. « Un des plus grands compliments, pensa-t-elle. » Soudain, elle posa son front contre le sien, geste intime qui laissa Gideon sans souffle. « Prends soin de toi, Matman, nous avons encore besoin de toi. » Avant qu'il puisse répondre, elle disparut silencieusement dans l'ombre pour superviser les distractions. Gideon resta un moment, étrangement calme, puis retourna à sa tâche, aider Grey Wolf à guider les plus vulnérables vers la sortie élevée. L'heure suivante fut un tourbillon d'activités. Passage faiblement éclairé, terrain difficile franchi avec les anciens, enfants portés si nécessaire. Les bruits de la poursuite étaient omniprésents, parfois lointains, parfois alarmants. Les guerriers Apaches exécutaient leur rôle, harcelant les poursuivants et disparaissant avant d'être capturés. La sortie élevée, enfin atteinte, était exactement comme décrite. Une ouverture étroite en haut de la paroi, accessible seulement par une escalade périlleuse. À la lueur des torchers,
Presque impossible, mais aucune autre option. Sous eux, les sons de la poursuite approchaient. Les distractions avaient donné du temps, mais pas assez. Les plus forts escaladèrent les premiers, créant un système rudimentaire de cordes pour aider les suivants. Les enfants étaient portés sur le dos des adultes, les anciens aidés par plusieurs assistants. Gideon, petit mais étonnamment fort, naviguait dans les passages étroits avec habileté, identifiant les meilleurs points d'appui. Grey Wolf fut parmi les derniers, acceptant l'aide seulement quand nécessaire. Quand il atteignit la sortie élevée, tiré par des mains tendues, un soulagement palpable se fit sentir, mais l'évasion n'était pas terminée. Ayana et les guerriers distrayants restaient en bas pour contenir Crow-Dog, et Gideon ne partirait pas sans elle. Ed dit à Grey Wolf et aux autres qu'ils étaient en sécurité. Éloignez-vous autant que possible et rendez-vous aux 4 vents. L'ancien serra la main de Gideon. Tu t'es fait un nom parmi les Apaches. Grey Wolf éloigna les réfugiés du bord du plateau supérieur, disparaissant dans l'obscurité. Gideon retourna à la sortie élevée, écoutant les bruits de conflits se rapprocher, cris et tirs, hurlements de guerre Apache. Il s'apprêtait à descendre pour chercher Ayana quand elle apparut au pied de la paroi, accompagnée de 3 guerriers. L'un était blessé, soutenu par ses compagnons. « Dépêche-toi » cria Gideon. Ayana organisa l'ascension avec efficacité, envoyant d'abord le blessé. Elle resta en bas, fusil prêt, surveillant le tunnel. Le blessé atteint la sortie élevée, tiré à l'abri par Gideon. Quand Crow-Dog et ses hommes pénétrèrent dans la grotte, elle tira, les obligeant à se protéger derrière les rochers. « Ayana » cria Gideon, « monte !» Elle tira encore, puis gravit la paroi avec fluidité, agile malgré la hauteur. Les balles éclataient autour d'elle, mais l'angle gênait la précision. Presque au sommet, un tir fit voler des fragments près de sa main gauche. Ayana vacilla, mais Gideon tendit la main. « Tu peux le faire. » Leurs doigts se touchèrent, puis il agrippa fermement son poignet. Avec la force du désespoir, Gideon tira. Ayana trouva un nouvel appui, traversa l'ouverture et s'effondra à côté de lui sur le plateau supérieur. Ils restèrent un moment, haletants, alors que les balles éclataient autour sans danger. Ayana aida Gideon à se relever. « On y va » dit-elle simplement. Ensemble, ils coururent dans l'obscurité, laissant derrière eux Crow-Dog et ses hommes. La nuit les enveloppa, 2 silhouettes en parfaite synchronisation sous le vaste ciel étoilé, témoins de fuites semblables depuis des siècles. Dans le sac de Gideon, toujours attaché à sa poitrine, se trouvaient les cartes qui pourraient, un jour, rendre ces fuites inutiles. Fin de la 5e partie de Au-delà des frontières, Bashima.